s'annonce particulièrement attendue. Merci Amaury pour cette information sur nos 9 ministres de la Santé. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'info. Vous êtes toujours sur Arabelle et dans le Carrefour de l'information. Et comme tous les mercredis, nous recevons notre partenaire Café Babel dans Euromag avec Safouane qui nous a rejoint. Bonjour Safouane. Bonjour Maria. Et notre invitée de la semaine est une femme politique française, vice-présidente du parti Agir en 2017. Elle est élue députée aux élections de 2019 au sein du groupe Renew Europe. Fabienne Keller est avec nous. Bonjour Fabienne. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Safouane a quelques questions pour vous. Fabienne Keller, bonjour. Alors on commence directement par l'actualité sanitaire. Le 17 mars dernier, la Commission européenne a dévoilé son projet de certificat sanitaire européen, autrement dit un document qui va faciliter les voyages au sein de l'Union européenne pour 3 types de personnes, les personnes vaccinées, les personnes négatives au test PCR et les personnes qui ont été immunisées après avoir contracté le virus. Première question, ce projet a été dévoilé 3 jours après l'annonce d'AstraZeneca de nouvelles réductions de livraison de son vaccin. Est-ce que vous êtes optimiste en ce qui concerne la prochaine saison touristique européenne ? Alors, optimiste, oui, de manière raisonnable, mais surtout totalement déterminé. Ce certificat n'a pas comme objectif de soigner. Hein. Ça, c'est le sujet du vaccin. Et je sais que la fourniture de vaccins en volume suffisant est une priorité absolue de la Commission européenne, et le Parlement européen soutient vraiment toutes les démarches qu'elle peut entreprendre. Je pense en particulier au commissaire Breton qui se soucie de l'industrialisation, de la production, par exemple, sur le territoire français de vaccins déjà développés. Sur l'AstraZeneca, c'est vrai que c'est le dossier catastrophe. Oui. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Les volumes de livraison ne sont pas du tout ceux attendus. Visiblement, la société n'est pas transparente sur les volumes livrés dans différents pays du monde et il n'honore pas les livraisons en Europe, mais semble les honorer pour le Royaume-Uni. Enfin, cette dissymétrie dans la gestion de ces engagements est injustifiée. Donc, la mobilisation européenne est totale. Mais sur le certificat, c'est un outil pour éviter en fait les contrôles aux frontières que l'on a vu monter en puissance au cours des derniers jours, comme au moment de du premier confinement en mars-avril dernier, et comme un petit peu aussi en octobre-novembre. C'est l'Europe qui se dote d'un outil commun qui travaille depuis maintenant 2 mois et dont les principes ont en effet été annoncés le 17 mars dernier. C'est pas un passeport, c'est un certificat. C'est un outil pour réouvrir les frontières. Oui, c'est un outil pour réouvrir les frontières intra-européennes, mais a priori aussi, c'est en tout cas dans cet état d'esprit qu'on travaille aujourd'hui, avec l'Organisation de l'aviation civile internationale et surtout l'OMS, établir des critères qui pourraient être communs à beaucoup de pays du monde. Fabienne Keller, comme vous le savez, l'accès au certificat peut être différent d'un État membre à un autre. En France, par exemple, le test PCR est gratuit, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays de l'Union. Est-ce que le certificat sanitaire va creuser les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, selon vous ? C'est un sujet majeur, et je me rends bien compte, en discutant avec mes collègues députés européens, que la perception n'est pas la même, parce qu'il y a des pays où c'est cher. Oui. Par exemple, je suis allée en Espagne, j'ai payé 110 € pour mon test retour. C'est une somme considérable. Imaginez une famille qui part en vacances, qui doit faire des tests dans les 2 sens. Alors peut-être gratuit au départ en France, mais au retour, je sais pas, une famille de 4 personnes, c'est une somme considérable. Donc ça va creuser les inégalités, c'est ce que vous dites. C'est vrai que se pose la question de l'accès au test PCR. Et ou au vaccin, parce que le vaccin en général est gratuit dans les États membres, et plus il y aura de gens vaccinés, moins on aura besoin de faire de tests. La dernière possibilité, donc pour les gens qui ont été malades, est a priori gratuite aussi, enfin est couverte par les couvertures médicales habituelles, puisque c'est un certificat qui sera délivré par un médecin du fait qu'on a été immunisé, puisqu'on a été malade. Mais le deuxième volet, qui est le volet test, reste problématique, comme vous le dites très justement, pour les personnes qui n'en ont pas les moyens.
Alors, petit détail technique, le certificat devrait prendre la forme d'un QR code qui contient plusieurs données personnelles. En juin 2020, le contrôleur européen de la protection des données avait déclaré que le passeport vaccinal constituait un risque élevé d'atteinte aux droits fondamentaux européens. De son côté, la Commission assure que toutes les données seront stockées dans une base sécurisée dans chaque pays. Fabienne Keller, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas eu d'étude d'impact sur la question des données personnelles. Donc, comment peut-on évaluer les risques, notamment en termes de fuite ou d'exploitation des données ? Alors, l'avis du contrôleur européen des données, qui est un contre-pouvoir très important, dès lors qu'on crée des fichiers, qu'on fait des contrôles, date de juin, comme vous l'avez rappelé, de l'année dernière. Donc, son avis a été pris en compte par la Commission dans le règlement qu'elle propose. Néanmoins, je compte sur lui pour redonner un avis sur cette proposition, pour être dans le débat. Mais on voit bien que l'architecture prévoit de ne donner accès au moment de l'effectivité du contrôle qu'un nombre très limité de données. Le nom de la personne, sa date de naissance, pas d'identification de type passeport ou carte d'identité, ça c'est pas prévu du tout. Par contre, par exemple, l'identifiant vaccin que les gens qui ont été vaccinés ont déjà sur le document qui leur a été remis, et le tout surtout certifié par une signature électronique par État membre, qui sera maîtrisée par l'État membre. En effet, on craint beaucoup de faux, ce qui rendrait complètement inefficace le dispositif. Nous devons nous assurer, c'est ce que je vous cite, nous devons nous assurer que les données ne doivent rester qu'au niveau du téléphone de chacun. C'est ce que vous avez déclaré d'ailleurs la semaine dernière. Alors concrètement, quel est l'outil, quel est le levier qu'il faut construire dans ce cas-là pour garantir d'une part qu'il n'y ait pas de discrimination ? Oui. C'est prévu dans le règlement, c'est-à-dire qu'un nombre limité de données, j'en ai sûrement oublié l'une ou l'autre. Je crois qu'il y a le type de vaccin, la date de la vaccination s'il y a vaccin, le type de test, la date du test s'il y a test, en plus de l'identité de la personne, de sa date de naissance, et puis les codes qui correspondent soit au vaccin, soit au test, soit à la codification du certificat médical en cas de maladie. Il n'y aurait que ces données sur le QR code. Donc vous garantissez qu'il n'y aura pas de fuite de données. C'est une garantie absolue. Non. Et la constitution de fichiers au moment des contrôles est explicitement exclue dans le règlement. C'est-à-dire les administrations nationales n'ont pas le droit de stocker ces données. L'idée, c'est qu'ils les regardent et puis qu'il y a une lumière rouge ouverte qui s'allume, mais elles ne sont en aucun cas stockées au moment du passage des contrôles. Si par exemple c'est utilisé aux frontières intra-européennes, ce stockage n'est pas autorisé. Ce n'est pas une procédure habituelle aux frontières, et c'est écrit dans le texte. Enfin, donc, cette clé de vérification, qui est une clé très très codifiée, très contrôlée, très cryptée, fera l'objet donc de partage entre les États membres dans un format lecture, qui n'est pas évidemment l'ensemble des données de la codification de cette clé. Donc, le système a l'air plutôt bien construit. Il est décrit dans le règlement qui est sur la table. Il fera l'objet de débats, et c'est bien que les concitoyens avertis, notamment, regardent ce qui pourrait les inquiéter pour qu'on puisse leur répondre, parce que c'est aussi un outil qui nous permettra de mieux profiter des libertés nouvellement retrouvées par son existence même. C'est sécuriser un petit peu à certains périmètres ou dans certaines circonstances où on a le sentiment qu'il faut s'assurer que les gens sont protégés. C'est entendu, Fabienne Keller. On passe à un autre sujet. Vous travaillez également au Parlement européen sur la question migratoire, et depuis plusieurs mois, la gestion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, inquiète beaucoup les eurodéputés. Petite piqûre de rappel, en octobre 2020, plusieurs enquêtes journalistiques ont accusé l'agence d'avoir participé à des refoulements illégaux de migrants en mer Égée. Je rappelle que l'agence a vu son mandat renforcé en 2019. Fabienne Keller, faut-il refonder tout simplement l'agence Frontex ? Alors, faut-il la refonder ? Je crois qu'elle a fait largement ses preuves, mais donc il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais comment vous expliquez dans ce cas-là qu'ils aient pu laisser passer des refoulements illégaux ? Alors, par contre, il faut être conscient que Frontex a des centaines d'opérations chaque année. Des alertes ont été transmises par des ONG sur ce qui se passerait en mer Égée. Elles doivent faire l'objet d'enquêtes précises. D'ailleurs, il y a 12 situations qui ont fait l'objet de remontées auprès du conseil d'administration de Frontex, et donc de procédures d'examen par un groupe de travail dédié qui a été constitué à cet effet. À ce sujet, 9 de ces 12 ont déjà été
considérés comme ne posant pas problème, mais 3 font l'objet Oui, il en reste d'enquêtes 3 ou plus 4, d'ailleurs. approfondies. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mer Égée? Alors, il faut prendre un tout petit peu de temps pour regarder précisément, parce qu'on est en train de parler de bateaux qui ont quitté la côte turque. Il n'y a pas d'eau internationale à cet endroit-là entre la Turquie et la Grèce. 2 bateaux de Frontex qui se trouvaient être des bateaux grecs, puisque Frontex n'a pas de bateau en propre. C'est des États membres qui lui mettent à disposition des moyens et qui auraient demandé à une embarcation, donc qui n'avait pas passé les contrôles aux frontières, de revenir vers la côte turque, sachant que la Turquie, pour l'instant, est considérée par l'Union européenne comme un pays sûr, c'est-à-dire un pays où les personnes qui demandent l'asile doivent pouvoir déposer une demande correctement. Est-ce que cette demande de retour a été faite au péril de la vie des personnes dans l'embarcation? A priori, cela est écarté, parce que l'embarcation n'était pas en péril, on n'est pas dans un cas de sauvetage en mer. Par contre, est-ce que le navire aurait dû être pris en charge par les Grecs pour les ramener de manière protégée en Grèce et puis prendre en compte la situation des personnes? C'est ce point-là que le comité doit éclaircir. C'est un point assez précis de la réglementation et des droits aussi des personnes à la protection. Donc moi, je suis avec attention le travail du groupe de travail du board, mais aussi le Scrutiny Group, la commission d'enquête qu'a mis en place le Parlement européen pour aller plus en détail dans la gestion de ces opérations. Justement, un groupe d'eurodéputés de votre commission a lui aussi décidé, en février dernier, vous l'avez dit, de lancer une enquête sur les violations des droits fondamentaux dont Frontex est accusé. Je voulais vous demander si vous avez pu avoir accès au dossier et si c'est le cas, où en est l'enquête aujourd'hui. Alors, on a beaucoup d'informations qui nous sont transmises, des comptes rendus d'analyse et de réunions. À nouveau, c'est des textes qui décrivent une situation opérationnelle compliquée, complexe. Moi, il se trouve que je suis marin de réserve, donc je mesure la complexité d'une situation réelle dans la mer, la nuit, avec des difficultés d'identification de où est exactement la frontière, etc. Et puis un pays en face qui n'est pas un pays ami, puisque vous savez qu'il y a eu des tensions entre la marine nationale française et la marine nationale turque au sujet de l'exploration des eaux territoriales grecques que la marine française est venue défendre, pas très loin. Donc, on est dans une situation qui est à la fois un problème de migration, mais aussi de protection de l'Union européenne. Donc, nous avons accès à ces documentations, nous en discutons, mais je crois que... Parce qu'il y avait 4 mois d'enquête, donc j'imagine qu'on est vers la fin de l'enquête. Ça a commencé en janvier. Oui, on est en avril, donc. Après, ils font beaucoup d'opérations, donc il y a la question de la documentation. C'est un point d'amélioration d'ailleurs qui est exigé par le conseil d'administration à l'égard du management de Frontex. Il y a aussi l'accès à l'information, parce qu'il faut la stocker, puisque les jours passent et tous les jours il y a une série d'opérations. Donc il est très important qu'elle soit maintenancée. Il y a la question d'avoir un contre-pouvoir en interne même de Frontex, c'est les officiers des droits fondamentaux qui doivent être rapidement recrutés. Frontex est en retard sur ce plan de recrutement et ça, c'est pas acceptable. Donc là, des mesures correctives sont en œuvre, elles sont structurelles, c'est important. Et puis, on va voir quels seront les débouchés des enquêtes, s'il y a des décisions du management board ou s'il faut prendre des décisions différentes. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important que le Parlement européen se dote de cette commission qui enquête sur ce qui se passe actuellement, mais aussi qui va être une commission de suivi de Frontex permanente, parce que la nature même des opérations de Frontex qui assurent notre protection crée des situations qui pourraient donner lieu à des critiques, à des remarques, et donc il faut se donner les moyens, y compris en interne et en externe, au niveau du Parlement, de suivre et d'exiger des explications sur les points sur lesquels il y aurait le doute. Le temps file, Fabienne Keller, j'essaie de passer à la suite de l'interview si ça vous dérange pas. Je vous en prie. L'Europe, vous dites, manque d'un mécanisme de solidarité pour les demandeurs d'asile et d'une politique de retour durable, ce sont vos propres mots. Fabienne Keller, quel est le mécanisme de solidarité qu'il faut inventer
pour atteindre justement une répartition solidaire des réfugiés? Alors, les réfugiés, c'est la personne qui a obtenu le statut de réfugié au titre de la Convention de Genève. Et puis, il y a la question des migrants. Les migrants qui, pour certains, ont le droit au statut de réfugié, mais pas tous. Donc, pour ma part, je défends l'idée d'un accueil humain des personnes qui demandent l'asile. Tout le monde a le droit d'être respecté dans son intégrité, pour les enfants, le droit à l'éducation, enfin, le droit à être soigné en cas de besoin. Mais après, quand une décision sur le statut est prise, la personne peut être réfugiée ou non, elle doit être appliquée. Et le retour, c'est l'application du refus du statut Justement, de réfugié. sur le retour, parce qu'avec son nouveau pacte migratoire, l'Union européenne va intensifier les retours des migrants de leur pays d'origine, faute de s'entendre sur l'accueil. Je précise que les États membres n'auront pas l'obligation, en cas de pression migratoire, de répondre à la demande de soutien des autres États. Est-ce qu'il aurait fallu créer des quotas obligatoires pour les demandes d'asile? C'est ce qu'a renoncé à faire d'ailleurs la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Oui, la Commission y a renoncé parce qu'elle a pris conscience que cela donnait un levier politique à quelques États membres populistes aujourd'hui. Comme qui, par notamment exemple la Hongrie et la Pologne. Qui, d'ailleurs, n'accueillent aucun migrant. D'ailleurs, aucun migrant ne souhaite aller chez eux parce qu'ils savent qu'ils seront pas bien traités, pas bienvenus, en tout cas en Hongrie. Donc, un quota obligatoire a pu être une bonne idée, selon vous? Ce quota obligatoire aurait auto-bloqué l'ensemble de la proposition. Il y a un moment, il faut aussi essayer de faire avancer autant qu'on peut les dispositions, même si elles sont loin d'être parfaites. J'ai eu l'occasion de faire un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la réglementation Dublin, donc, qui est une des parties de la réglementation de la migration. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de confiance entre les États membres. Construire une confiance entre Espagnols, Français, Allemands, Néerlandais, etc., c'est absolument fondamental, en particulier entre les États de première entrée et les États où souhaitent plutôt aller les migrants. Ces États de première entrée, c'est Italie, Grèce, les îles aussi, Chypre, Malte et l'Espagne. Et les Canaries. La solidarité, elle doit être dans la prise en compte des migrants et des réfugiés dès lors qu'on a une frontière commune. Mais c'est assez théorique, tant que les pays de première entrée ont le sentiment qu'ils sont tout seuls à gérer l'afflux de migrants. Je suis allée aux Canaries il y a 3 semaines. C'est très lourd pour les populations des Canaries, les 23 000 personnes qui sont arrivées ces derniers mois, même si c'est une population plutôt par tradition accueillante et ouverte. Et puis, les pays dits d'accueil souhaitent aussi pouvoir maîtriser cette migration, mais dont pour partie, ils ont besoin. C'est notamment le cas de l'Allemagne et d'autres pays d'Europe centrale qui ont une démographie qui fléchit. Donc, il y a aussi la question de la migration légale qui, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'une proposition de la part de la Commission, qui doit être l'équilibre avec les principes généraux de gestion. La solidarité, bien sûr, ça doit être un maître mot entre nous, mais de manière concrète, elle est difficile à décliner parce que malheureusement, les États membres, en l'absence de confiance, n'ont pas encore le sentiment que c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer ensemble. Et pour ma part, je m'emploie à essayer de créer sur les dossiers ce respect mutuel et cette confiance qui est indispensable à une gestion de la migration vraiment commune. Voilà, c'était la conclusion de Fabienne Keller. Fabienne Keller, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée au sein du groupe Renew Europe. Merci encore. Merci à vous. Au revoir.